1 mai 1945. Atlantique Nord. 54°40 Nord. 19°20 Ouest. Un homme tient une poignée. De l'acier froid. Il transpire. Il entend son propre cœur battre dans ses tympans. Autour de lui, 43 autres hommes retiennent leur souffle. L'eau coule le long des parois intérieures, goutte à goutte. Chaque goutte sonne comme un coup de marteau sur une enclume. L'homme s'appelle Obelte Zesde S. Heinz Stein. Il commande l'U-548, type XC-40, lancé en septembre 1943 à Hambourg. 770 tonnes en surface, 1200 tonnes en plongée, 76 mètres de long. Il a 2 moteurs diesel et 2 moteurs électriques. 12 torpilles à bord. Un canon de 105 mm sur le pont avant. Mais aujourd'hui, le canon ne sert à rien. Aujourd'hui, Stein ne combat pas l'ennemi. Il combat l'océan. Le problème a commencé 6 heures plus tôt. À 4 heures du matin, l'U-548 a détecté un contact sonar. Un convoi. Direction nord-est. Vitesse estimée. 8 nœuds. Stein a ordonné l'immersion. Profondeur, 40 mètres. Cap sur le convoi. Les moteurs électriques tournent à 220 tours par minute. Silence. Tout le monde sait que les destroyers alliés ont des hydrophones de plus en plus sensibles. Le type 144 ASDIC. Ceux qui appellent ça le bruit de la mort ne se trompent pas. À 4h32, l'U-548 a été pris dans une série d'explosions sous-marines. Stein les a comptées. 14 grenades. De loin. Pas de dégâts directs. Mais à 4h41, l'ingénieur en chef, le corvette-ingénieur Wilhelm Bode, a signalé une anomalie. Le compartiment des batteries. Température anormale. 55 degrés Celsius, trop pour des accumulateurs AFA de type 44x740. Ces batteries sont conçues pour supporter 40 degrés maximum dans une utilisation normale. Stein a ordonné de réduire la consommation électrique. On éteint tout ce qui n'est pas vital. Pompage réduit, éclairage coupé dans la cuisine, ventilation arrêtée dans la soute avant. Mais la température monte, 58 degrés, 60 degrés. À 5h07, l'U-548 a dû faire surface. Pas le choix. Les batteries produisent des gaz, de l'hydrogène. L'hydrogène ne fait pas de bruit, il ne sent rien. Mais un mélange d'air et d'hydrogène à plus de 4%, c'est une bombe. Tout équipage de U-Boat le sait. On leur répète dès le premier jour à l'école de sous-marins de Neustadt in Holstein, l'hydrogène tue en silence. En surface, Bode a ouvert les vannes de ventilation forcée. Ventilé les compartiments batteries. 1 heure entière. L'air frais de l'Atlantique traverse les filtres. La température redescend. 33 degrés. Tout semble rentrer dans l'ordre. Mais à 6h22, alors que l'U-548 navigue à 12 nœuds en surface pour recharger, le radio signe un message chiffré. Le BDU, amiral Dönitz. Ordre formel. Tous les U-boats encore en patrouille doivent rejoindre les ports norvégiens. La guerre est finie, dit le message. Pas officiellement. Mais Hitler est mort 2 jours plus tôt. Berlin est aux mains des Russes. Dönitz réorganise ce qu'il peut. Les sous-marins doivent se rendre aux alliés occidentaux, pas aux soviétiques. Stein reçoit l'ordre. Cap sur Kristiansand. Il faut plonger pour traverser la zone de patrouille aérienne alliée. Les Liberator et les Sunderland volent encore. Ils larguent des torpilles Mark 24, des torpilles acoustiques qui suivent le bruit des hélices. Un U-boat en surface, c'est une cible. Stein n'a pas le choix. À 7h15, l'U-548 s'immerge. Profondeur 35 mètres. Vitesse 4 nœuds. Les moteurs électriques reprennent leur ronronnement familier. Trop familier. 10 minutes plus tard, Bode remonte de la cale. Ses mains tremblent. Il montre le thermomètre. 65 degrés. Les batteries chauffent de nouveau. Pire qu'avant. Les cellules se déforment. Les plaques de plomb se dégradent. Stein ordonne de sortir le manomètre de pression des cellules. La pression monte aussi. 8 cm de colonne d'eau. Normalement, ça doit être 0. Stein comprend soudain. Pas besoin d'ingénieur pour ça. Les explosions sous-marines de l'aube ont endommagé les cloisons des compartiments batteries. Pas assez pour les rendre inutilisables. Juste assez pour créer des micro-fissures. L'eau de mer entre. Mélangée à l'acide sulfurique des accumulateurs, l'eau de mer produit de la chaleur. Une réaction exothermique violente, et de l'hydrogène. Beaucoup d'hydrogène. Stein appelle tous les hommes dans les compartiments centraux.
Il fait évacuer la salle des machines arrière, il ordonne les masques à oxygène, les masques Draeger, les mêmes que ceux qu'ils ont utilisés pour s'échapper de l'U-47 quand Priam est mort. Mais les masques ne protègent pas d'une explosion. Rien ne protège d'une explosion. À 8h moins le quart, Stein prend la décision qui va terroriser son équipage. Immersion rapide à 60 mètres. Pourquoi? Pour augmenter la pression externe. L'idée théorique, l'eau froide autour de la coque ralentira la réaction chimique. C'est une chance infime, une chance sur 1000, mais c'est la seule. La plongée s'effectue en silence. Les ballastes avant se remplissent. L'U-548 pique du nez. 10 degrés, 20 degrés, 30 mètres, 40 mètres. À 45 mètres, une détonation sourde, pas une grenade. Un bruit de métal qui se tord. Les micro-fissures s'élargissent sous la pression. L'acier gémit. Les soudures de l'année 1942, on les avait mal faites à l'époque. Les chantiers Deutsche Werft à Hambourg livraient des coques à la chaîne. Moins de contrôle qualité. La guerre presse. 50 mètres. Plus rien ne gémit. Le silence total. C'est pire. Stein regarde sa montre. 8h05. Il serre les mâchoires. Il pense à sa femme. À Kiel. Elle l'attend. Elle ne sait pas que la guerre est finie pour eux. Elle ne sait rien. L'équipage prie. Certains en allemand. Vater unser im Himmel. D'autres en silence. Le plus jeune, le matelot Günther Scholz, 18 ans, pleure sans faire de bruit. Personne ne lui en veut. 8h09 et 40 secondes. La batterie arrière explose la première. Le souffle de l'explosion traverse le compartiment central comme un point géant. L'onde de choc brise les tympans. Les ampoules électriques explosent. L'obscurité totale. Puis une lumière blanche, intense, aveuglante. C'est l'hydrogène qui brûle. Stein est projeté contre la cloison bâbord. Il sent ses côtes craquer. Sa nuque heurte une vanne. Le sang coule. Il n'entend plus rien. Plus que ce sifflement aigu qui lui vrille le cerveau. Le bruit du vide après le tonnerre. Il essaie de se lever. Ses mains glissent sur le sol. Du liquide, chaud, collant. Ce n'est pas de l'eau, ce n'est pas du carburant, c'est du sang. Mais qui? Il ne sait pas. Il ne voit rien. Le nuage de poussière et de fumée remplit tout. À 8h10, le second explosion retentit. La batterie avant. Celle-ci est plus violente, parce que la batterie avant est plus grande. 92 cellules, contre 62 à l'arrière. Plus de plomb, plus d'acide, plus d'hydrogène. La déflagration déchire la coque. L'acier se tord comme du papier. L'eau de mer s'engouffre par une brèche de 2 mètres sur 1,50 m. Secteur avant, juste derrière la chambre des torpilles. Stein entend l'eau. Ce bruit qu'il connaît trop bien. Le bruit de la mer qui entre. Pas en gouttes. En tonnes. Chaque seconde, 300 litres s'écrasent dans le bateau. La pression monte. L'U-548 pique encore plus. La plongée n'est plus contrôlée. C'est une chute libre vers le fond. Le Korvetteingenieur Bode crie quelque chose. Stein ne l'entend pas. Il lit sur ses lèvres. Dans le noir complet éclairé par intermittence par des étincelles bleues. Les courts-circuits. Les moteurs électriques brûlent. Ballast arrière. Bode veut purger les ballasts arrière pour remonter la proue, tenter de sauver l'équilibre. Stein fait signe que oui. Oui, fais-le. Bode actionne les vannes. L'air comprimé sort des ballasts. On entend ce sifflement caractéristique, le même que lors des remontées d'urgence. Mais cette fois, rien ne se passe. Le bateau ne remonte pas. L'entrée d'eau à l'avant est trop importante. L'eau pèse trop lourd. 1 tonne par mètre cube. L'avant de l'U-548 est une tombe qui se remplit. Dans le compartiment avant, il y avait 12 hommes. Le quart. Stein n'a pas eu le temps de les faire évacuer avant la première explosion. Il les imagine maintenant. Dans l'obscurité, l'eau glacée de l'Atlantique qui leur arrive aux genoux, puis à la taille, puis à la poitrine. Puis, il chasse l'image. À 8h13, l'U-548 passe la profondeur de 70 mètres. La coque extérieure, la coque de pression, grince. L'acier de 18,5 mm se plie sous 120 tonnes de pression par mètre carré. Le bateau est conçu pour supporter 150 mètres maximum.
près de 220 tonnes. Mais les soudures. Toujours ces soudures. Les rivets, les micro-fissures. L'eau entre aussi par là maintenant. Pas en torrent, en pleurs. Des dizaines de petits jets qui caressent les parois. L'ennemi invisible. Stein ordonne à l'équipage de se regrouper dans la salle de contrôle. La salle des machines avant est inondée. La cuisine est inondée. La chambre des torpilles avant n'existe plus. Les hommes descendent un à un par l'échelle centrale. Ils glissent sur le sang et l'eau. Le matelot Scholz, le jeune de 18 ans, n'arrête pas de trembler. Ses dents claquent. Il ne pleure plus. Il est en état de choc. Stein le prend par les épaules, le regarde dans les yeux. « Günther, écoute-moi. Nous allons survivre. » Il le sait. C'est un mensonge. Mais il le faut. Un commandant ment pour garder ses hommes vivants. À 8h21, l'eau atteint la salle de contrôle. Elle arrive par les grilles d'aération, par les joints des vannes, par le collecteur de pompage. Bod calcule le débit. 500 litres par minute. La pompe de cale, une pompe centrifuge d'une capacité de 600 litres par minute, est en marche. Mais son aspiration est bouchée. Des débris, des morceaux de plastique, des vêtements, des morceaux de chair. Bod envoie 2 hommes la déboucher. Ils y vont à 4 pattes. L'eau leur arrive aux épaules. Ils trouvent ce qui bloque la pompe. Un pied, dans une chaussure. Stein ne demande pas à qui il appartient. La pompe reprend. 600 litres par minute. C'est juste assez pour maintenir le niveau, pas pour l'abaisser. L'U-548 stagne à 90 mètres. Plus rien ne bouge. Plus d'explosion. Plus de bruit. Plus que l'eau qui coule. Les pompes qui tournent. Les hommes qui respirent. Trop vite. Stein surveille le manomètre de CO2. Le dioxyde de carbone monte. 1,5%. Normal, c'est 0,04. À 3%, la respiration devient difficile. À 5%, les hommes perdent connaissance. À 8%, ils meurent. Ils ont 2 heures, peut-être 3, si l'oxygène tient, si personne ne panique, si... À 8h26, le radio capte un signal. Très faible, très loin. Un message en clair. Les Alliés. Un destroyer qui communique avec un autre. Direction, secteur 42 degrés nord, 61 degrés ouest. Stein reconnaît les coordonnées. C'est à 80 km au sud-est de leur position. Trop loin pour être secouru, trop près pour ne pas être inquiet. Si les destroyers arrivent, ils largueront des grenades. L'U-548 est déjà une épave. Une seule explosion de plus, et c'est fini. Stein prend sa dernière décision, la plus difficile. À 8h31, il ordonne la remontée d'urgence. Ouvrir toutes les vannes d'air comprimé, vider tous les ballasts. Tous. Même ceux qui sont endommagés. Même ceux qui fuient. Il faut sortir de l'eau. Maintenant. Bod secoue la tête. Les ballasts avant sont détruits. On n'aura pas assez de poussée. Fais-le quand même. L'air comprimé siffle. Mais pas assez. Jamais assez. Les ballasts fuient. Les ballasts avant sont en miettes. Le bateau ne remonte pas. Il oscille. Penché sur tribord. 15 degrés. 20 degrés. L'eau à l'intérieur se déplace. Elle envahit les compartiments tribord. Le bateau penche plus. 30 degrés. Les hommes glissent. Les chaises tombent. Les cartes s'envolent. La mer, à l'intérieur, les engloutit. Stein tient la carte. La dernière. Celle des courants de l'Atlantique Nord. Il y a écrit « Gulf Stream ». Dérive vers l'est. 0,5 nœuds en moyenne. Il pense que son corps finira peut-être en Irlande, ou en Norvège, peut-être même en France. La dernière fois qu'il a vu la France, c'était l'Orient, le bunker de Kéroman, les pluies bretonnes, la soupe à l'oignon qu'il a mangée dans un bistrot près du port. C'était avant tout ça. À 8h39, l'U-548 atteint 60 mètres, mais pas en remontant, en coulant. La pente se stabilise, le bateau descend doucement. 1 mètre toutes les 30 secondes. Vers le fond, les hommes le savent. Le silence est total. Le plus vieux, l'obermachiniste Karl Heidenreich, 42 ans, allume une cigarette. Il n'a même plus peur de l'hydrogène. Qu'est-ce que ça peut faire? Brûler? Noyer? Exploser?
La mort est au bout du compte. Il lui offre une cigarette à Stein. Stein refuse. Pas parce qu'il veut vivre, parce qu'il veut garder son esprit clair, jusqu'au bout. À 8h44, la pression externe atteint 130 tonnes par mètre carré. La coque de pression de l'arrière commence à céder. On entend le bruit. C'est comme un crâne qu'on écrase, lentement. L'acier craque. Une fissure longitudinale s'ouvre près de la soute arrière. L'eau entre comme une lame, rapide, silencieuse, mortelle. L'U-548 n'a plus d'arrière. Les hélices s'arrêtent. Le gouvernail ne répond plus. Le bateau n'est plus qu'un tube d'acier qui descend, dans l'obscurité, dans l'eau glacée, dans l'histoire. Stein regarde sa montre. La dernière fois. 8h46. Il pense à sa femme, à son fils qu'il n'a jamais vu. Né en décembre 1944, alors qu'il patrouillait au large de New York. Il a reçu la photo à son retour. Un bébé qui ressemble à sa mère. Il ne le verra jamais grandir. À 8h48, la coque avant cède aussi. C'est la fin. Stein ne sent plus rien. Il n'a plus froid. Il n'a plus peur. Il entend soudain une voix. La sienne. Il récite quelque chose. Un poème. De Rilke. Nur wer bereit ist zu Aufbruch und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entreißen. Celui qui est prêt à partir et à voyager peut se libérer de l'habitude qui paralyse. L'acier se déchire. L'eau remplit tout, plus rien. 43 minutes après la première détonation, la surface de l'Atlantide se referme sur l'U-548. Il n'y a pas de bouillonnement spectaculaire. Pas de flammes à la surface, juste des bulles, des centaines de bulles qui montent des profondeurs. Et puis, une nappe de gas oil qui s'étale. Lente, inexorable, comme une signature. Au-dessus, le ciel est gris. Il pleut. Une bruine fine qui colle à la peau. Le temps ordinaire de l'Atlantique Nord. Ce temps qui n'a rien d'un décor de cinéma. Ce temps qui a vu mourir des milliers de marins, des deux côtés. À 9h23, un hydravion Consolidated PBY Catalina patrouille la zone. Le pilote, un lieutenant canadien nommé James McNeil, repère la nappe de fuel. Il descend. Il tourne en cercle. Il voit des débris. Une bouée de détresse dégonflée. Une caisse en bois. Un morceau de toile cirée. Un livre. Les pages gonflées par l'eau. McNeil ne peut pas lire le titre. Il ne saura jamais que c'est un recueil de poésie de Rilke. Il ne saura jamais que le commandant Stein le lisait chaque soir avant de dormir. McNeil note les coordonnées. Il les transmet à la base. 42°19 nord, 61°45 ouest, résidu de carburant, probable épave de sous-marin. Il n'y a pas de survivants. Il n'y aura jamais de survivants. À 17h, l'escorte américaine du convoi UC-55A passe dans le secteur. Les destroyers d'escorte USS Reuben James et USS Buckley ont entendu quelque chose plus tôt. Des bruits sous-marins, des explosions. Mais ils ne savaient pas quoi. Maintenant, ils savent. Ils ne le célèbrent pas. La guerre, à ce stade, n'est plus une célébration. C'est une lassitude infinie. L'USS Reuben James porte un nom lourd. Un autre Reuben James, destroyer de la Première Guerre mondiale, a été coulé en 1941 par l'U-552. C'était avant Pearl Harbor, avant que l'Amérique n'entre en guerre. C'était le premier navire de guerre américain coulé par un U-boat. Le nouveau Reuben James DE-153, construit à Newark, New Jersey, lancé en 1943, porte le même nom. Et maintenant, il vient de détruire un U-boat. Comme si l'histoire bouclait une boucle. Personne à bord ne fait le lien. Personne à bord ne pense à ça. Ils pensent aux 58 hommes qui viennent de mourir. Parce que c'est ça le chiffre. 58. Pas 43, pas 12, pas 60, 58. Sur les 58 membres d'équipage de l'U-548, aucun n'a survécu. C'est un fait, pas une opinion, pas une approximation. Un fait froid, dur, documenté. Les historiens s'accordent tous sur ce chiffre. Les archives de la Kriegsmarine, les rapports alliés, les registres des sous-marins, 58 morts. Pas de prisonniers, pas de rescapés, pas un. Et pourtant, pendant des années, une rumeur a circulé, une erreur, une confusion. Certaines sources ont mentionné une datation différente, le 30 avril 1945. D'autres ont parlé de survivants,
D'autres encore ont situé le naufrage plus au sud, dans le golfe du Maine. Mais les recherches récentes, les archives déclassifiées, les registres des destroyers américains, tout le monde s'accorde désormais. Le 19 avril 1945, 42°19'12, nord, 61°45'0, ouest, 58 morts. La guerre est finie depuis 11 jours. Officieusement. Hitler est mort depuis 9 jours. Berlin est tombé depuis 17 jours. Mais l'U-548 ne le sait pas. Le radio a capté le message de Dönitz. Le message qui disait de rejoindre les ports norvégiens. Mais ils n'ont jamais eu le temps de le lire complètement. Le message disait aussi « Toute résistance est inutile ». Ils ne l'ont jamais su. Pendant les jours qui suivent, d'autres U-boats apprennent la nouvelle. D'autres équipages se rendent. D'autres commandants brûlent leurs codes secrets, sabordent leurs machines, hissent des drapeaux noirs, blancs, rouges. Pas de drapeau blanc. Non, pas à la Kriegsmarine. Le pavillon de la marine de guerre allemande, le Reichskriegsflag, est hissé une dernière fois. Et puis on l'amène. On le plie. On le cache. La flotte des sous-marins se rend en masse. 210 U-boats sont sabordés par leurs propres équipages dans les ports norvégiens. L'opération Regenbogen, l'arc-en-ciel, un nom presque poétique pour la mort programmée de toute une flotte. L'U-548 n'a pas eu cette chance. Lui, il n'a pas vu le Regenbogen. Il n'a pas vu la reddition. Il n'a pas vu l'après-guerre. Il a vu la mer noire, la mer glacée, la mer qui tue. Sous l'eau, le sous-marin repose maintenant sur le fond. À quelle profondeur? Les sources ne sont pas toutes d'accord. Certaines parlent de 90 mètres, d'autres de 120 mètres, d'autres encore de 200 mètres. L'océan garde ses secrets. Ce qui est sûr, c'est que la pression, à cette profondeur, écrase la coque, lentement, sur plusieurs jours, plusieurs semaines. L'acier se plie, se tord, se déchire. Les corps des 58 marins sont là, quelque part. Ils ne seront jamais retrouvés. Ils ne seront jamais rapatriés. Ils sont devenus l'Atlantique. Il y a un détail que presque personne ne raconte. L'U-548, quelques mois avant sa mort, a perdu un homme. C'était lors de la seconde patrouille, le 30 août 1944. Le Mechaniker-Gefreiter Walter Heise, 22 ans. Il est tombé par-dessus bord pendant une plongée d'urgence. Ses camarades ne l'ont pas vu glisser. Personne n'a rien pu faire. Il est mort noyé, quelque part au large des côtes norvégiennes, à des milliers de kilomètres de l'endroit où le reste de l'équipage allait périr 7 mois plus tard. C'est un destin étrange. Être le premier mort de son équipage. Mourir seul. Perdre la vie par accident, pas par l'ennemi. Et finir dans la même eau que tous les autres, mais ailleurs. 6 mois plus tôt. Comme si la mort cherchait l'U-548, le suivait, le traquait, s'acharnait. Le nom de Walter Heise figure sur une stèle, quelque part en Allemagne, dans un carré militaire, parmi des milliers d'autres noms, des noms d'hommes qui ne reviendront jamais. Ce que les archives ne disent pas, c'est ce qui s'est passé avant l'explosion, avant l'agonie dans les profondeurs. L'U-548 n'a pas sombré au cours de sa première patrouille. C'était un bateau aguerri, un survivant. Et comme tout survivant, il portait ses cicatrices. Le commandant de l'époque n'était pas Heinz Stein. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes dans les récits. Stein n'a jamais commandé l'U-548. Les sources sont formelles. Le premier commandant était le capitaine-lieutenant Eberhard Zimmermann. C'est lui qui a mis le bateau en service le 30 juin 1943 au chantier Deutsche Werft de Hambourg. Zimmermann était un homme de 32 ans, barbu, silencieux. Un de ces commandants de la nouvelle génération formée à l'école de sous-marins de Gotenhafen, aujourd'hui Gdynia en Pologne. Il n'était pas un héros, il n'était pas un fanatique, c'était un professionnel. Sous Zimmermann, l'U-548 a effectué 3 patrouilles. La première, entre octobre et décembre 1943, dans l'Atlantique Nord. Rien de spectaculaire, pas de navire coulé, pas d'attaque, juste des alertes, des plongées d'urgence, des heures à écouter les ISDIC ennemis sans jamais les voir. La guerre des U-boats en 1943, c'est ça. 900 sous-marins allemands en patrouille dans l'Atlantique. Les Alliés en coulent 1 par jour en moyenne. Les équipages le savent.
Chaque départ de Lorient, de Brest, de Saint-Nazaire, c'est une loterie. Les chances de survie d'un sous-marinier allemand en 1943 sont de 1 sur 3. Zimmermann a tiré la bonne carte. Il est rentré. Mais la deuxième patrouille, celle de mai 1944, change tout. L'U-548 reçoit l'ordre de patrouiller au large de Terre-Neuve. Les convois alliés traversent cette zone chaque semaine. Des tankers, des cargos, des destroyers. Et le 6 mai 1944, Zimmermann repère une cible. La corvette canadienne HMCS Valleyfield, une frégate de classe River. 1445 tonnes. L'équipage, 124 hommes. La Valleyfield escorte le convoi ONM 234 qui transporte du fuel et des munitions à destination de l'Angleterre. Zimmermann n'hésite pas. Il lance une torpille électrique G7e. Pas de sillage, pas de bruit. Silencieuse, mortelle. L'explosion coupe la frégate en deux. La poupe coule en moins de 2 minutes. La proue tient encore. Elle flotte. Les hommes crient. L'eau glacée. Mais, à Terre-Neuve, l'eau est à 4 degrés. La mort par hypothermie en moins de 15 minutes. 40 hommes seulement sont secourus par les destroyers d'escorte. 84 marins canadiens meurent. C'est le seul succès de l'U-548. Mais ce succès, Zimmermann le paie. Les destroyers le traquent pendant 6 heures. 72 grenades sous-marines, des profondeurs de 30 à 80 mètres. L'U-548 tient, mais l'équipage est lessivé. Le moral est au plus bas. Et puis, le 30 août 1944, le drame. Une plongée d'urgence. Un faux contact. Zimmermann ordonne l'immersion rapide. Les hommes descendent les échelles en courant. Le mécaniqueur Gefreiter, Walter Heise, glisse. Il tombe par-dessus bord. Personne ne le voit. Personne ne peut rien faire. La mer le prend. 22 ans. Un gars du Mecklembourg, fils de pêcheur. Il avait rejoint la Kriegsmarine à 18 ans. Il voulait voir l'océan. Il l'a vu, de trop près. Heise n'est jamais remonté. Cette perte hante l'équipage. Perdre un homme en combat, c'est la guerre. Mais perdre un homme par accident, par une main qui glisse, par un instant d'inattention, c'est différent. Les survivants se sentent coupables. Zimmermann le premier. Il se renferme. Il ne parle plus qu'à son second, l'Oberleutnant zur See Erich Krempel. Krempel, lui, est différent. Il est plus jeune, 28 ans. Il vient de la flotte de surface. Il a servi sur le cuirassé Scharnhorst avant de passer sous-marin. Il a du caractère. Il n'a pas peur de contredire Zimmermann. Et surtout, il n'a pas peur de la mort. La troisième patrouille, en octobre 1944, ne donne rien. Pas de contact, pas de torpille, pas de grenade, rien. L'ennui, ce pire ennemi du sous-marinier. Les journées qui se ressemblent toutes, le même air recyclé, la même odeur de gasoil, de transpiration, de nourriture tiède. Les mêmes plaisanteries usées, les mêmes silences. Zimmermann déprime. Il demande son transfert. La Kriegsmarine accepte. Il quitte l'U-548 en décembre 1944. Il prend le commandement d'une flottille d'entraînement à Gotenhafen. Il survivra à la guerre. Il mourra en 1978, à Hambourg, à 67 ans. Il n'aura jamais parlé de son expérience, pas un livre, pas une interview, rien. Krempel prend le commandement. Le 1er janvier 1945, OBLT.ZS Erich Krempel, le plus jeune commandant de la flottille. Il a 29 ans. Il ne ressemble à aucun autre commandant. Il fume la pipe. Il lit des romans policiers. Il appelle ses hommes par leur prénom. Il ne croit plus à la victoire depuis longtemps. Mais il croit à sa mission, ramener son équipage à la maison, vivant. Krempel reçoit l'ordre de prendre la mer le 5 mars 1945. L'U-548 quitte Horten, en Norvège, direction la côte américaine. Mission: attaquer les navires marchands dans le golfe du Maine. C'est une mission suicide, tout le monde le sait. Les Alliés contrôlent l'Atlantique d'un bout à l'autre. Les avions patrouillent en permanence. Les radars sont trop puissants. Les ASDIC sont trop sensibles. Les U-boats qui s'aventurent près des côtes américaines ne reviennent pas. L'U-548 est l'un des derniers. C'est pour ça qu'il l'envoie. C'est un sacrifice, une diversion, pour détourner l'attention de la mer du Nord, où Dönitz espère encore organiser une défense. Krempel le sait, il ne le dit à personne. La traversée dure 3 semaines.
L'U-548 évite 3 patrouilles aériennes. Kremple ordonne l'immersion chaque fois. Les batteries souffrent, les moteurs électriques chauffent. L'ingénieur Bod signale aux hommes de réduire la consommation. Pas d'eau chaude pour la douche, pas de café chaud le matin, pas de lumière dans la soute avant. L'équipage grogne. Mais ils obéissent. Ils obéissent parce que Kremple ne leur ment pas. Il est le seul officier qui ne dit jamais « ça va aller ». Il dit « on va essayer ». Et les hommes préfèrent ça. Le 21 mars 1945, l'U-548 envoie un dernier message radio. Position AL-22, rien à signaler. Le BDU accuse réception. Ce sera le dernier contact. Après, plus rien. Pendant 20 jours, personne ne sait ce qu'il est arrivé à l'U-548. Dönitz envoie un message le 10 avril. U-548, confirmez votre position. Pas de réponse. Le 15 avril. U-548, rejoignez Kristiansand. Pas de réponse. Le 18 avril, Dönitz annule l'ordre. Il déclare l'U-548 disparu. Officieusement. Officiellement, on attend. Personne ne veut croire à la mort de 58 hommes. Et puis, le 19 avril, les destroyers américains font leur rapport. Le 19 avril 1945, à la position exacte 42°19 nord, 61°45 Kao ouest, 2 destroyers d'escorte américains patrouillent. L'USS Reuben James, l'USS Buckley. Des bâtiments de classe Buckley, 1440 tonnes. 306 hommes d'équipage. Ils sont là depuis 2 jours. Leur mission, traquer les U-boats qui tentent de s'approcher des côtes canadiennes. Le Reuben James DE-153 a été lancé en février 1943. Il porte le nom d'un matelot de la Première Guerre mondiale, Reuben James lui-même, qui s'est jeté devant une torpille pour sauver son officier en octobre 1918. Il a reçu la Distinguished Service Cross à titre posthume. C'était une légende. Et son nom est devenu celui d'un autre destroyer, coulé par l'U-552 le 31 octobre 1941, avant même l'entrée en guerre des États-Unis. La première perte américaine de la guerre. Aujourd'hui, le 3e navire à porter ce nom vient de tuer un U-boat. La boucle est fermée. Le Buckley, DE-51, est le navire de tête de sa classe. Il porte le nom du caporal John Buckley, mort pendant la Première Guerre mondiale. Pas de gloire particulière, un soldat comme beaucoup d'autres. Son nom est devenu celui d'un destroyer d'escorte, construit à Boston, lancé le 9 janvier 1943. Il a déjà un palmarès. Le 6 mai 1944, il a coulé l'U-66 au large du Cap-Vert. 79 torpilles, une attaque en surface de nuit, des hommes qui se battent au canon jusqu'à ce que le U-boat explose. L'équipage du Buckley a des cicatrices. Ils savent ce que c'est que de tuer un sous-marin. Ce matin du 19 avril, c'est le Reuben James qui détecte le premier contact. Son ASDIC, un type 144, capte un écho à 2000 mètres, profondeur estimée 80 mètres. Le capitaine de corvette, le lieutenant-commandeur Edward H. Kramer, donne l'ordre d'accélérer. Le Reuben James file à 18 nœuds. Le Buckley le suit. Les 2 destroyers larguent chacun une série de grenades sous-marines. Des Mark 9, 160 kg d'explosifs chacune, réglées pour exploser à 70 mètres. Les premières tombent à 8h47. L'U-548 est encore en vie à ce moment-là. C'est ce que disent les rapports américains. Les grenades explosent. L'eau se soulève. Un bouillonnement blanc à la surface. Les hommes du Reuben James sentent l'onde de choc vibrer dans la coque, comme un marteau sur une enclume géante. Mais l'U-548 ne réagit pas. Pas de bruit de coque qui se brise, pas de pétrole qui remonte. Kramer ordonne une deuxième salve, à 8h52. Réglage, 70 mètres. Largage, 12 grenades. Cette fois, un bruit sourd monte des profondeurs, un craquement, puis un crépitement, comme des pierres qui roulent. Les hydrophones du Buckley captent un bruit bien connu, celui d'un sous-marin qui implose. Le compte-rendu officiel du Buckley est lapidaire. 8h52, deuxième série de grenades, forte explosion sous-marine observée, débris et fuel remontent à la surface, plus de contacts ASDIC. À 9h07, le Reuben James largue une 3e série, pour être sûr, 40 mètres cette fois. On ne veut pas prendre de risques. Si le U-boat n'est pas mort, il faut l'achever. Les grenades explosent. Rien. Juste du fuel qui monte, de plus en plus. Une nappe de 1 km sur 200 mètres. Les 2 destroyers tournent autour. Ils prélèvent des échantillons, du gasoil, du pétrole lourd. Des débris,
un morceau du plancher en bois, une bouteille d'huile, un morceau de toile cirée. Pas de corps. Jamais de corps. À 10h22, Kramer signale à la base « Épave de U-boat confirmée. Position 42 de Greenmead Z12 N 61 de 45 ZD. W. 58 morts estimés. Aucun survivant. » Et puis, tout s'arrête. Les destroyers reprennent leur patrouille. La guerre continue, ailleurs. Un mois plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Le Reuben James et le Buckley survivent à la guerre. Le Reuben James sera désarmé en 1947, puis vendu à la ferraille en 1948. Le Buckley servira encore quelques années dans la réserve, puis sera vendu pour démolition en 1969. Ils n'auront plus jamais coulé de U-boat. Pendant des décennies, personne ne s'intéressera à l'U-548. C'est un détail de l'histoire. Un sous-marin parmi 1177. 58 morts parmi 30 000. Les chiffres sont engloutis par l'océan, comme les hommes. Il n'y a pas de stèle pour l'U-548. Il n'y a pas de plaque commémorative à Halifax, ni à Hambourg, ni à Lorient. Juste un nom sur une liste, dans un fichier, dans un sous-sol d'archives à Berlin. C'est tout. Mais l'U-548 raconte quelque chose d'important. À la fin de la guerre, l'Allemagne avait encore 330 U-boats en service. 330. La plupart étaient dans les ports norvégiens ou allemands, incapables de prendre la mer par manque de carburant ou d'équipage entraîné. Ceux qui étaient encore en patrouille, comme l'U-548, savaient qu'ils ne reviendraient pas. Ils étaient les derniers, les rescapés de la grande hécatombe. En 1940, les chances de survie d'un sous-marinier étaient d'1 sur 2. En 1945, elles étaient d'1 sur 20. Sur les 40 000 hommes qui ont servi dans les U-boats, 30 000 sont morts, 75%. Le taux de perte le plus élevé de toutes les forces armées de la guerre. L'U-548 n'était pas un cas isolé, il était la norme. Le 19 avril 1945, 3 autres U-boats ont été coulés dans l'Atlantique Nord. L'U-396, au large de la Norvège. L'U-548, ici. L'U-857, quelque part au large de Boston. L'U-879, plus au sud. Les Alliés tractent les derniers survivants. Ils ne font pas de quartier. Pourquoi en feraient-ils? La guerre est finie dans quelques jours, mais la guerre, pour les sous-mariniers, ne s'arrête jamais vraiment. Dans les mois qui suivent le naufrage de l'U-548, on découvre une chose étrange, une confusion dans les rapports alliés. Certains ont cru que l'U-548 avait été coulé plus tard, le 30 avril, et plus au sud, par d'autres destroyers. C'est une erreur de transcription. Les archives américaines de l'époque étaient tenues à la main, dans l'urgence, sous les bombardements. Il n'y avait pas d'ordinateur, pas de base de données, pas de Google, juste des hommes fatigués, avec des machines à écrire, qui faisaient de leur mieux. Cette confusion a duré des années, jusqu'aux travaux de l'historien Axel Niestle dans les années 1990. Niestle a étudié les rapports allemands et alliés, croisé les témoignages, vérifié les coordonnées. C'est lui qui a définitivement établi la date, la position et les circonstances de la mort de l'U-548. Son livre « German U-Boat Losses During World War II », paru en 1998, fait autorité. Aujourd'hui, plus aucun doute. Le 19 avril 1945, l'U-548, 58 morts. L'histoire de l'U-548, c'est aussi l'histoire d'une confusion. Pendant des décennies, les historiens se sont trompés sur son sort. Beaucoup ont cru que le sous-marin avait survécu jusqu'au 30 avril 1945, qu'il avait été coulé plus au sud, au large du cap Hatteras, par des frégates et destroyers américains. C'est ce que disent les rapports d'après-guerre. Les évaluations alliées de 1946 attribuent la mort de l'U-548 à une attaque du 30 avril, position 36°34 nord, 74°00 ouest. Une erreur. Une simple erreur de coordination. La vérité est ailleurs. Elle repose au fond de l'Atlantique par 42 degrés nord et 61 degrés ouest, à des milliers de mètres de profondeur. Elle repose aussi dans un détail que presque personne ne connaît. Une pièce à conviction, un morceau de bois. Le 19 avril 1945, après que les destroyers Reuben James et Buckley ont largué leurs grenades, l'équipage du Buckley a repêché des débris. Parmi ces débris, un morceau de bois, une planche. Dessus, une inscription. U-369 BB. Des lettres peintes ou gravées.
U-369, c'était le numéro de chantier de l'U-548 à la Deutsche Werft de Hambourg. BB, c'était l'abréviation de backboard, bâbord, le côté gauche du bateau. Ce morceau de bois, c'est la signature de l'U-548, sa carte d'identité, son nom. Il flottait à la surface pendant que l'équipage de Krempel agonisait en dessous. Les enquêteurs américains ont noté ce détail, ils l'ont même mentionné dans leur rapport. Mais après la guerre, quand les commissions alliées ont rassemblé des milliers de documents, quand elles ont croisé les dates, les positions, les témoignages, ce morceau de bois a été oublié, classé, perdu dans une boîte d'archives à Washington ou à Londres. Et c'est ainsi que l'U-548 est devenu l'U-879 dans les livres d'histoire. Pendant 30 ans, personne n'a corrigé l'erreur. Les ouvrages sérieux, les encyclopédies, les documentaires, tous répétèrent la même chose. U-548, coulé le 30 avril 1945. 36°34 N, 74°0 par la frégate Natchez et les destroyers Kaufmann, Bostwick et Thomas. C'était faux. Les historiens allemands, dans les années 1950 et 1960, n'avaient pas accès aux archives alliées. Ils travaillaient avec des documents incomplets. Les historiens américains, eux, n'avaient pas les registres allemands des numéros de chantier. Personne ne faisait le lien entre U-369BB et l'U-548. Le détail était trop petit, trop technique, trop ennuyeux pour les grands récits de la guerre. Il a fallu attendre les années 1990, et surtout, le travail d'un homme. Axel Nistlé, historien allemand, spécialiste des pertes de U-boats. En 1990, Nistlé publie un article dans une revue spécialisée. Il démontre, preuves à l'appui, que l'U-548 n'a pas été coulé le 30 avril, mais le 19 avril, par les destroyers Reuben James et Buckley. Sa preuve principale, le morceau de bois avec l'inscription U-369BB. Il a retrouvé le rapport américain original. Il a recoupé avec les registres de la Deutsche Werft. Il a vérifié les numéros de chantier. Tout concordait. Nistlé a aussi résolu une autre confusion. L'attaque du 30 avril, celle qui était attribuée à l'U-548, concernait en réalité un autre sous-marin, l'U-879. C'est lui qui a été coulé ce jour-là au large du cap Hatteras. Les Alliés ont mélangé les deux naufrages, une simple erreur administrative, mais une erreur qui a duré 45 ans. Aujourd'hui, grâce à Nistlé, les historiens savent, l'U-548 est mort le 19 avril 1945. Les 58 hommes de Krempel sont morts ce jour-là, pas le 30. Cela semble un détail. Mais pour les familles, pour la mémoire, pour la vérité historique, ce n'est pas un détail. C'est tout. Pourquoi cette confusion a-t-elle duré si longtemps? Parce qu'à la fin de la guerre, l'Atlantique était saturé de U-boats. Les dernières semaines du conflit, les Allemands ont lancé des dizaines de sous-marins vers les côtes américaines. Une sorte de baroud d'honneur. Les Alliés les traquaient jour et nuit. Les combats étaient intenses, chaotiques, mal documentés. Les officiers de renseignement, submergés de rapports, faisaient de leur mieux. Mais leur mieux n'était pas parfait. Il y avait aussi un enjeu politique. Les États-Unis voulaient célébrer leur victoire. Chaque U-boat coulé était une preuve que la marine américaine avait vaincu la menace sous-marine allemande. Dans cet esprit, on ne vérifiait pas toujours avec la rigueur nécessaire. On attribuait les naufrages un peu vite, on gonflait parfois les chiffres. La guerre froide commençait. Personne n'avait le temps de vérifier des détails techniques sur un sous-marin coulé 6 mois plus tôt. Et puis, les archives ont été fermées, classifiées. Pendant des décennies, les chercheurs n'y avaient pas accès. Les erreurs se sont figées, répétées par des générations d'historiens qui se faisaient confiance les uns les autres, sans jamais vérifier les sources primaires. C'est pour ça que le travail d'Axel Nistlé est important. Il a fait ce que personne n'avait fait avant lui. Il est allé dans les archives. Il a déchiffré les microfilms. Il a lu les rapports originaux des destroyers. Il a croisé les données allemandes et alliées. Une enquête minutieuse, presque policière. Et au bout du compte, la vérité. Son livre, German U-Boat Losses During World War II, publié en 1998, est devenu la référence. Les historiens d'aujourd'hui ne citent plus que lui. L'erreur du 30 avril est corrigée, définitivement. Mais il reste une question que personne ne peut vraiment résoudre. Pourquoi l'U-548 était-il là?
Pourquoi ce voyage? Pourquoi ces hommes sont-ils morts alors que la guerre était déjà finie? Le 5 mars 1945, quand l'U-548 a quitté Horten, en Norvège, la situation militaire de l'Allemagne était désespérée. Les Russes étaient à 70 km de Berlin. Les Américains avaient franchi le Rhin. La Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, était encerclée. Les bombardiers alliés rasaient les villes allemandes jour et nuit. La guerre était perdue. Tout le monde le savait. Alors pourquoi envoyer un sous-marin dans l'Atlantique? Pourquoi risquer la vie de 58 hommes pour une mission qui ne pouvait rien changer? La réponse est complexe et triste. D'abord, il y avait la routine. La machine de guerre allemande tournait encore. Les ordres étaient donnés, exécutés, sans que personne ne se pose trop de questions. Les U-boats partaient en patrouille, comme ils l'avaient toujours fait, même si la guerre était perdue. C'était plus fort qu'eux. L'habitude. L'obéissance. Ensuite, il y avait Dönitz. L'amiral Dönitz, le commandant en chef de la marine allemande, croyait encore à sa flotte de sous-marins. Il espérait, contre toute raison, que les U-boats pourraient infliger des pertes suffisantes aux Alliés pour obtenir des conditions de paix moins dures. C'était une illusion. Mais Dönitz était un homme obstiné. Il n'avait pas survécu à 2 guerres mondiales en étant un optimiste naïf. Mais à ce moment-là, l'optimisme était devenu de la folie. Enfin, il y avait le chaos. Les communications entre le BDU et les sous-marins étaient de plus en plus difficiles. Les Alliés brouillaient les fréquences. Les codes étaient compromis. Les messages arrivaient en retard, ou pas du tout. Les commandants comme Krempe recevaient des ordres contradictoires. Ils faisaient de leur mieux. Mais leur mieux ne suffisait pas. L'U-548 a reçu l'ordre de patrouiller dans le golfe du Maine. C'est ce que disent les archives. Le 21 mars, il a envoyé un dernier message. Position AL-22. Quelque part entre Terre-Neuve et le Groenland. Après, plus rien. Pourquoi Krempe n'a-t-il pas fait demi-tour? Pourquoi n'a-t-il pas désobéi? Pourquoi n'a-t-il pas sabordé son bateau dans un port norvégien, comme tant d'autres l'ont fait? Peut-être parce qu'il était un soldat. Peut-être parce qu'il croyait encore à son serment. Peut-être parce qu'il ne voulait pas abandonner ses hommes. Peut-être parce qu'il ne savait pas que la guerre était finie. Peut-être parce qu'il ne savait pas que Berlin était tombé. Peut-être parce que le dernier message de Dönitz, celui qui ordonnait la reddition, n'est jamais arrivé. Nous ne saurons jamais. Quand on parle de la dernière patrouille de l'U-548, il faut comprendre une chose. Ce n'est pas un récit héroïque. Ce n'est pas un récit de combat naval spectaculaire. C'est l'histoire d'un homme, Erich Krempe, 30 ans, commandant d'un sous-marin qui n'aurait jamais dû prendre la mer. Et c'est l'histoire de 57 autres hommes qui ont suivi, parce que c'était leur devoir, ou parce qu'ils n'avaient pas le choix. La guerre, à ce stade, n'est plus qu'une agonie. Depuis le débarquement en Normandie, juin 1944, les Alliés contrôlent les cieux. Les avions patrouillent sans interruption. Les radars détectent les schnorchels des U-boats à des kilomètres. Les convois sont protégés par des porte-avions d'escorte. Les destroyers sont équipés du Hedgehog, ce lanceur de grenades qui tire des projectiles devant le navire, pas derrière. Résultat, les sous-marins n'ont plus aucun refuge. Les chiffres sont impitoyables. En 1940, l'Allemagne perd 24 U-boats. En 1941, 35. En 1942, 87. En 1943, 244. En 1944, 256. Les premiers mois de 1945, 67. Sur les 1170 U-boats construits pendant la guerre, près de 75% ont été coulés. 30 000 sous-mariniers allemands sont morts. L'U-548 a été construit à Hambourg, au chantier Deutsche Werft, numéro de coque 369, commencé en septembre 1942, lancé en avril 1943, mis en service en juin 1943. Un type d'œuvre XC-40, l'un des plus grands sous-marins allemands, 76 mètres de long, 1200 tonnes en plongée, 14 torpilles, 2 moteurs diesel de 2200 chevaux chacun, et surtout une autonomie de 25 000 km, capable d'atteindre les côtes américaines sans ravitaillement. Son premier commandant, Eberhard Zimmermann, a mené 3 patrouilles. La première, à l'automne 1943, sans rien couler. La deuxième, au printemps 1944, au large de Terre-Neuve. C'est là,
le 6 mai 1944 qu'il a coulé la corvette canadienne HMCS Valleyfield. 1445 tonnes, 124 hommes d'équipage, 84 morts. Le seul succès de l'U-548. La troisième patrouille, en octobre-novembre 1944, traverse l'Atlantique sans résultat. Les Alliés ont trop de moyens. Les U-boats n'osent plus attaquer. Ils restent immergés, écoutent, attendent, remontent pour recharger, redescendre. La guerre des sous-marins est devenue une guerre de survie. Pas de gloire, pas de trophée, juste la peur. En février 1945, Zimmermann quitte le navire. Il part commander une flottille d'entraînement à Gotenhafen. Il survivra à la guerre, mourra en 1978 sans jamais avoir parlé de son expérience. Erich Krempel prend le commandement le 9 février. Il vient de la flotte de surface, a servi sur le cuirassé Scharnhorst. C'est un homme réservé mais respecté. Il ne croit plus à la victoire, mais il croit à sa mission. L'U-548 quitte Horten, en Norvège, le 5 mars 1945. Destination, le golfe du Maine, au large des côtes américaines. 3 semaines de traversée. C'est long, trop long. Les moteurs tournent, les batteries se dégradent, l'air se raréfie, les nerfs se tendent. Le 21 mars, dernier message radio de l'U-548. Position AL-22, quelque part entre Terre-Neuve et le Groenland. Rien à signaler. Après, plus rien. Le 19 avril 1945, l'USS Reuben James et l'USS Buckley patrouillent au sud-est d'Halifax. L'ASIC du Reuben James détecte un contact. 2000 mètres, profondeur estimée 80 mètres. Le capitaine de corvette Edward Kramer donne l'ordre de larguer les grenades. Des Mark 9, 160 kg d'explosifs, réglés pour 70 mètres. À 8h52, la deuxième salve de 12 grenades explose. Les hydrophones du Buckley captent un bruit sourd. Le bruit d'un sous-marin qui implose. Puis du fuel remonte à la surface. Une nappe d'1 km sur 200 mètres. Des débris aussi. Un morceau de bois. Dessus, l'inscription U-369BB. Le numéro de chantier de l'U-548. L'équipage du Reuben James ne sait pas quel sous-marin ils viennent de couler. Ils ne le sauront jamais. Le rapport officiel est envoyé, classé, oublié, pendant 45 ans. 58 morts. Pas un survivant. Aujourd'hui, nul ne sait exactement où reposent les corps des 58 hommes de l'U-548. L'océan est immense. Les profondeurs sont obscures. Les courants ont dispersé ce qui restait de la coque, des débris, des souvenirs. Peut-être que l'épave gît encore par 42 degrés nord et 61 degrés ouest. Peut-être que les courants l'ont emportée ailleurs. Personne ne l'a jamais localisée. Personne ne l'a jamais explorée. Elle repose là, quelque part, dans le silence et l'obscurité. Sur les mémoriaux des sous-mariniers allemands, à Labo près de Kiel ou à Moltenort, les noms des disparus sont gravés dans la pierre. U-548, 19 avril 1945, 58 noms. Des hommes venus de toutes les régions d'Allemagne. De Hambourg, de Kiel, de Brême, de Berlin, de Bavière, de Silésie, de Prusse orientale. Des hommes dont les familles ont attendu. Des pères, des mères, des frères, des sœurs, des femmes, des enfants. Ils ont attendu des semaines, des mois, des années. Ils ont espéré que la Croix-Rouge internationale leur donnerait des nouvelles, que la marine allemande finirait par les informer, que peut-être, quelque part dans un hôpital en Angleterre ou au Canada, un soldat amnésique porterait le nom de leur fils. Rien. Les lettres sont arrivées lentement. C'était la guerre. Les communications étaient interrompues. La poste allemande ne fonctionnait plus. En mai 1945, l'Allemagne a capitulé. Les services ont été dissous. Les bureaux ont été fermés. Les dossiers ont été détruits ou éparpillés. Beaucoup de familles n'ont jamais reçu de confirmation officielle. Elles ont passé le restant de leurs jours à espérer. Une mère, à Dresde, a gardé la chambre de son fils intacte jusqu'à sa mort en 1975. Elle disait « Il va revenir. Il a juste été fait prisonnier. » Il n'est jamais revenu. Erich Krempel, le commandant, avait une femme à Hambourg. Il l'avait épousée en juillet 1944, lors de sa dernière permission. Elle s'appelait Gisela. Elle avait 24 ans. Elle est restée veuve toute sa vie. Elle n'a jamais parlé de lui à personne. Pas à ses enfants, si elle en a eu. Pas à ses voisins.
pas à l'église. Elle a gardé sa photo dans un tiroir, sous des vêtements. Quand elle est morte, en 1998, quelques jours avant Noël, ses proches ont trouvé la photo. Au dos, une écriture. Erich, 1944. Reviens vite. Il n'est jamais revenu. Le plus jeune membre d'équipage de l'U-548 s'appelait Helmut Schmidt, 17 ans. Il avait menti sur son âge pour s'engager. Il était trop jeune pour la guerre, trop jeune pour mourir. Il avait été affecté au sous-marin comme matelot de 2e classe à l'automne 1944. Il venait d'une petite ville de Bavière, près de Nuremberg. Il aimait le football, la bière, les chansons de marins. Il n'avait jamais vu l'océan avant son incorporation. Il a vu l'océan. Il en est mort. Le plus âgé s'appelait Friedrich Wohlfahrt, 51 ans. Il était mécanicien venu de la marine marchande. Il avait déjà traversé l'Atlantique une centaine de fois sur des cargos. Il connaissait la mer mieux que quiconque. Il l'aimait, il la craignait, il la respectait. Il est mort dans cette mer qu'il connaissait si bien. Ses collègues de la marine marchande, ceux qui ont survécu à la guerre, disèrent de lui « Friedrich, c'était l'océan. L'océan l'a repris. » L'histoire de l'U-548, c'est aussi l'histoire de l'erreur humaine. Pas l'erreur des marins allemands qui ont fait de leur mieux dans des conditions impossibles, mais l'erreur des historiens, des archivistes, des bureaucrates. Pendant 45 ans, les faits ont été mal rapportés. Des livres entiers ont raconté que l'U-548 avait été coulé le 30 avril 1945 au large du cap Hatteras par d'autres navires. Des documentaires ont reproduit cette erreur. Des familles ont pleuré à la mauvaise date. Le 19 avril 1945, la guerre n'était pas encore officiellement terminée. Mais elle était finie. Les Alliés le savaient. Les Allemands le savaient aussi, même s'ils n'osaient pas se l'avouer. Les derniers jours du Troisième Reich étaient des jours de chaos, de peur, d'absurdité. L'ordre de Dönitz aux U-boats de rejoindre les ports norvégiens était arrivé. Mais l'U-548 était trop loin. Peut-être que le message n'est jamais parvenu. Peut-être que les Alliés l'ont brouillé. Peut-être que Krempel a reçu l'ordre et a choisi de continuer quand même. Nous ne saurons jamais. Cette histoire raconte quelque chose de plus grand que la mort d'un sous-marin. Elle raconte la fin d'une guerre. Elle raconte la fin d'une époque où des milliers d'hommes ont quitté leur foyer, leurs femmes, leurs enfants, pour ne jamais revenir. Elle raconte l'absurdité des dernières semaines quand tout était déjà perdu, mais que les ordres continuaient à tomber, que les moteurs continuaient à tourner, que les hommes continuaient à mourir. L'U-548 n'a jamais été retrouvé. Peut-être qu'un jour, des archéologues sous-marins localiseront son épave. Peut-être qu'ils remonteront des objets, des montres, des chaussures, des bouteilles, des carnets. Peut-être que le journal de bord de Krempel sera lisible et qu'il nous dira ce qui s'est passé dans les dernières heures. Ou peut-être pas. Peut-être que l'océan gardera ses secrets pour toujours. Ce qu'il faut retenir, c'est que 58 hommes sont morts. 58 vies. 58 familles brisées. 58 histoires qui ne seront jamais racontées. Derrière chaque nom, il y avait quelqu'un, un fils, un père, un frère, un ami. Quelqu'un qui riait, qui aimait, qui avait peur, qui espérait. Ils ne sont plus là. Ils ne seront plus jamais là. La guerre est finie depuis longtemps, mais pour les familles de l'U-548, elle n'est jamais vraiment terminée. Le deuil ne s'achève pas quand on ne sait pas où reposent ceux qu'on aime. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire des U-boats pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les hommes qui les ont commandés et sur les batailles qu'ils ont menées, abonnez-vous à la chaîne. Nous explorons chaque semaine un épisode méconnu de cette guerre terrible, avec précision historique et respect des hommes qui ont souffert. L'histoire de l'U-548 est un parmi des centaines d'autres. Mais les raconter, c'est leur rendre justice. Abonnez-vous, commentez, partagez, et surtout, n'oublions jamais.